Bienvenue dans une nouvelle vidéo enquête. Après l'Académie de la Lune, qui portait sur les mécanismes d'influence et de récit dans un contexte ésotérique, nous abordons aujourd'hui un projet d'une nature totalement différente, Feminity Project. Cette enquête ne part pas d'une prise de position personnelle. Elle fait suite à des inquiétudes exprimées par une abonnée qui m'a contacté pour relayer un témoignage percevant un décalage entre le discours public du projet, son fonctionnement réel et le cadre associatif revendiqué. Face à ce type de signalement, mon rôle n'est pas d'accuser, mais d'analyser. J'ai donc choisi une démarche rigoureuse. D'abord, comprendre le récit public du projet et les mécaniques de storytellisme qui le mobilisent, puis contextualiser le témoignage reçu, sans le transformer en vérité absolue, et enfin contacter directement la porteuse du projet afin de lui proposer un droit de réponse. Cette première partie est volontairement consacrée à l'analyse du storytelling, ce que le projet raconte, la manière dont il se raconte, et ce que produisent ses réponses lorsqu'il est questionné. Une deuxième vidéo portera exclusivement sur le cadre légal, les zones grises et les questionnements légitimes que soulève ce type de dispositif. Il ne s'agit ni d'un réquisitoire, ni d'une enquête judiciaire, mais d'un travail de lecture critique des faits. Merci de ne pas contacter les différentes parties au dossier et surtout de ne pas aller les harceler. Pour comprendre les questions qui émergent autour d'un projet, il faut d'abord comprendre l'histoire qu'il raconte. Le Feminity Project se présente comme un projet engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Son récit s'ancre d'abord dans une blessure collective, celle des violences physiques, psychologiques et parfois sexuelles faites aux femmes. Il formule ensuite une promesse de réparation, en parlant de réappropriation de l'image, de la féminité et de l'estime de soi. Enfin, il met en avant une expérience centrale, un moment filmé et artistique, présenté comme transformateur. Il ne s'agit pas d'une simple prestation d'images. Le récit construit un véritable parcours initiatique dans lequel la blessure initiale conduit à une expérience, puis à une forme de renaissance. Ce type de narration est particulièrement puissant car il rentre directement en résonance avec des vécus intimes. Une fois le récit fondateur posé, il est nécessaire d'observer comment il se déplace dans la pratique et dans la communication. À l'origine, le projet se situe clairement dans le registre de la lutte collective. Il parle de lutte contre les violences, de défense des droits et de causes féministes. Mais au fil et à mesure de sa mise en œuvre et de sa communication, le récit se transforme. Il passe progressivement d'une logique collective à une expérience individuelle, de la sensibilisation à la transformation personnelle, et enfin du politique à l'émotionnel. Le cœur du projet n'est alors plus du tout l'action systémique, mais l'expérience vécue par une femme à la fois. Ce glissement n'est pas en soi illégitime, mais il modifie profondément la nature du récit et la manière dont le projet se positionne. D'ailleurs, ce glissement narratif s'accompagne d'un autre élément déterminant, l'incarnation du projet. Le Feminity Project est fortement incarné par sa fondatrice. Dans le discours, le projet est présenté comme étant le sien. Il est décrit comme porté par son engagement personnel, son temps et son énergie, qui sont mis en avant comme des preuves de sérieux et de légitimité. Cette personnalisation crée une confusion entre la personne et le projet. Dès lors, questionner le fonctionnement du dispositif revient implicitement à questionner la personne elle-même. Toute critique peut alors être vécue, ou en tout cas présentée, comme une attaque personnelle plutôt que comme une interrogation légitime. À ce stade, un mot devient central et mérite qu'on s'y attarde, celui de réparation. Ce terme renvoie à des notions de guérison, reconstruction, renaissance et sortie du trauma. Il appartient habituellement au champ du soin et de l'accompagnement thérapeutique. Ici, il est mobilisé dans un cadre artistique et expérientiel. Cela produit un effet très fort. L'image est présentée comme un outil de réparation symbolique. Il ne s'agit pas d'une affirmation juridique, ni d'une promesse thérapeutique formalisée, mais d'une promesse narrative qui donne à l'expérience une portée réparatrice implicite. Une fois l'histoire et les mécanismes posés, il est important d'expliquer pourquoi cette analyse existe. Le point de départ de l'enquête est donc un témoignage circonstancié. Ce témoignage ne repose pas sur des ressentis vagues, mais sur des éléments précis. La continuité d'une activité initialement exercée en tant qu'indépendante,
la création d'une association sans modification ni de la prestation ni de son tarif, l'absence de clarté publique sur l'affectation des fonds collectés, l'usage d'un dispositif solidaire présenté comme existant mais sans documentation publique, ainsi qu'une communication centrée quasi exclusivement sur la prestation elle-même, plutôt que sur des actions de prévention ou de sensibilisation. Bien sûr, ce témoignage ne constitue pas une preuve juridique. Il agit en revanche comme un signal fort. Il révèle un malaise face à un décalage perçu entre ce qui est raconté et ce qui est observable. C'est à partir de ce signal que l'analyse prend tout son sens. Face à un témoignage et à des interrogations, une question se pose toujours. Comment le projet répond-il lorsqu'il est questionné ? Dans une démarche de bonne foi, j'ai contacté directement la porteuse du projet afin de lui proposer de répondre aux interrogations soulevées. La réponse reçue est intéressante, non pas pour ce qu'elle apporte comme élément factuel, mais pour la posture qu'elle adopte. Cette réponse commence par un rappel marqué de la sensibilité du sujet, qui place immédiatement la discussion sur un terrain moral. Elle insiste ensuite sur l'engagement personnel, le temps et l'énergie investis. Elle invoque la jeunesse de l'association pour justifier l'absence de clarté immédiate. Elle exprime enfin une surprise, voire une désapprobation, face au fait d'être questionnée publiquement, tout en affirmant que les informations seraient accessibles uniquement aux personnes directement concernées. Dans son cas, elle estime que ce sont les personnes qui ont payé la prestation. Ce positionnement constitue un contre-récit. Il ne vise pas à éclairer le fonctionnement du projet, mais à redéfinir les règles du dialogue et les conditions de légitimité à poser les questions. En analysant cette réponse, il ne s'agit pas de juger l'intention, mais d'observer la fonction du discours. Lorsque des questions émergent sur le fonctionnement d'un projet, la réponse ne se situe pas sur le terrain des faits. Elle se situe sur celui de l'histoire. La gravité de la cause rend la critique délicate. L'engagement personnel et l'énergie investie sont mis en avant comme des boucliers symboliques. La jeunesse du projet sert de justification à l'absence de clarté immédiate. Progressivement, le questionnement est requalifié. Il n'est plus présenté comme une demande de transparence, mais comme un manque de bienveillance, voire une atteinte à la sororité. Narrativement, cette stratégie a un effet précis. Elle rend la critique moralement inconfortable. Un autre ressort narratif apparaît alors, de manière récurrente dans les projets très incarnés, celui de l'épuisement. L'énergie est présentée comme entièrement tournée vers les femmes accompagnées, la construction du projet et la cause elle-même. Dans ce cadre, répondre aux questions devient un acte présenté comme secondaire, voire une distraction nuisible. Le refus de répondre est ainsi transformé en geste altruiste au nom de la protection des victimes. Le silence devient une preuve d'engagement. Une analyse de storytelling ne s'arrête pas à ce qui est dit, elle s'intéresse aussi à ce qui ne l'est pas. Ce qui me frappe ici, c'est l'absence d'éléments factuels accessibles publiquement. Il n'y a ni chiffres, ni données publiques, ni démonstrations chiffrées, ni traçabilité visible. Or, dans cette histoire, le silence ne peut pas être neutre. Il devient une posture. On me demande de faire confiance sans étayer cette confiance. Cette première partie ne vise ni à juger une personne, ni à qualifier juridiquement le projet. Elle permet de mettre en lumière un système narratif précis, construit autour d'une cause forte, d'une incarnation centrale et d'un discours qui tend à déplacer les questions de fond vers le terrain moral. Elle montre comment un récit peut à la fois mobiliser, protéger et neutraliser la critique, non pas par des réponses factuelles, mais par l'invocation de l'intention, de l'engagement et de la sensibilité du sujet. Ce constat marque un point de bascule vers la suite de mon enquête. Elle amène naturellement à se pencher sur le cadre juridique. Que produit ce type de storytelling lorsqu'il s'adresse à un public vulnérable et quelle responsabilité cela implique pour celles et ceux qui le construisent. C'est autour de ces éléments que se construira la deuxième partie consacrée à l'analyse légale, à ses limites, à ses zones grises. Merci d'avoir suivi cet épisode, en particulier avec ma voix éraillée parce que je suis malade. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, liker, commenter. Vous connaissez l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.